Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, à ce magazine Humura Burundi de ce 13/12/2020 et passons immédiatement au titre du magazine. 2 personnes ont été blessées à la machette ce samedi suite à la pratique de sorcellerie en province Cibitoke. Les élèves dans la municipalité de Bujumbura craignent d'échouer faute de la mauvaise organisation du système d'évaluation. Enfin, dans la rubrique Ubahuka, nous parlerons de la violence basée sur le genre. Vous êtes les bienvenus, le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimulukundo assure la mise en onde et Mstv Niungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Les victimes de la chasse aux présumés sorciers se multiplient dans différentes communes de la province Cibitoke. La nuit dernière, c'était le tour de la commune Mugina. Dans cette commune, 2 personnes ont été attaquées à la machette. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. C'était vers 22h de ce samedi, lorsque le domicile de Gaspard Bahaminya Kamwe, situé sur la colline Rubirizi, en commune Mugina de la province Cibitoke, a été attaqué par un groupe de personnes munies de machettes. Ces malfaiteurs n'ont pas été identifiés, se sont introduits dans la maison et ont blessé la femme de Gaspard Bahaminya Kamwe et ce dernier. Les voisins indiquent que la femme de Gaspard Bahaminya Kamwe est dans un état critique. Gaspard Bahaminya Kamwe et sa femme ont été transférés à Bujumbura. Les voisins indiquent que cette famille était accusée de sorcellerie. Il s'agit d'un 4e ménage attaqué dans telles circonstances dans la province Cibitoke et ce en moins d'une semaine. Ce phénomène d'accuser certaines personnes de sorcellerie est devenu monnaie courante et est souvent précédé par des tracts appelant à exécuter ces personnes. Consécutivement à ces assassinats, des réunions sont prévues par l'administration locale dans le but de tranquilliser la population. Toujours en province Cibitoke, la famille de feu Michel Habonimana assassinée à la grenade lancée par des inconnus mardi dernier sur la colline Gassegni de la commune Buganda dans cette province de Cibitoke n'a pas encore été inhumé le défunt jusqu'à l'heure actuelle. Cet homme a été assassiné à son lieu de travail où il était veilleur. N'est-ce pas, éloge divin les mèches? Michel Habonimana, âgé de 60 ans, a été assassiné à la grenade mardi le 8 décembre dernier. C'était aux environs de 22 heures. La victime, un sentinelle originaire de la province d'Ongodzi, a été tué sur son lieu de travail à l'école fondamentale d'Obumbiri. Le lendemain, les administratifs ont indiqué que le crime commis serait lié à la sorcellerie dont la victime avait été accusée. Ces administratifs ont ajouté que des enquêtes allaient débuter pour retrouver les auteurs de cet assassinat. Depuis ce mercredi, le cadavre de Michel Habonimana se trouve à la morgue de l'hôpital de Cibitoke. Selon les habitants de la colline Gassegni, la famille de la victime, venue de la province d'Ongodzi, pour un dernier adieu à Michel Habonimana est depuis ce vendredi à Gassegni. Depuis, la famille attend le cadavre, mais en vain. L'enterrement n'a pas encore eu lieu et la famille ne connaît pas le motif. Le Code du travail préconise que les funérailles dignes d'un employé de l'État sont sous la charge de son employeur. Mais cela n'a pas été le cas pour Michel Habonimana jusqu'à ce jour et son employeur n'a rien dit à la famille du défunt, ni donné les raisons de son refus d'organiser les funérailles de son employé. C'est ce silence radieux qui inquiète la famille et les habitants de la colline Gassegni. À ce silence s'ajoute également le fait que la morgue de l'hôpital Cibitoke, où repose actuellement la dépouille de Michel Habonimana, n'a pas les normes requises pour garder un cadavre pendant plus de 2 jours. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pamphile Hakizimana, l'administrateur de la commune Buganda. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
Page éducation à présent. La qualité de l'enseignement laisse à désirer dans la province Makamba, selon certains enseignants de la commune Nyanzalak de la province Makamba. Ces enseignants indiquent qu'ils sont bousculés par le temps et priorisent plutôt l'achèvement des programmes. Les détails avec Marie-Ange Irakoti. Certains enseignants de la commune Nyanzalak indiquent que les élèves de la 9e n'apprennent qu'à réussir au concours pour le moment. Les enseignants qui se sont entretenus avec la RPA expliquent qu'ils sont bousculés par le temps. Je dirais que nous nous concentrons plus sur les stratégies qui peuvent permettre aux élèves de réussir au concours à la 9e année, plutôt de leur permettre de comprendre la matière. La matière de la 9e est très vaste et nous sommes bousculés par le temps. L'enseignant est obligé de juger ce qui est nécessaire pour voir si l'on peut terminer le programme. Comme ils n'ont pas eu l'occasion de bien assimiler la matière, ces élèves ont du mal à réussir dans les classes suivantes. C'est pourquoi les élèves de la 9e année n'ont pas assez de connaissances, car ils n'ont pas réussi les notions préliminaires. Vous comprendrez qu'il leur est difficile de réussir dans les classes suivantes. Ce n'est pas une chose facile pour eux de réussir l'examen d'État et de continuer à l'université. Au moment où il reste une semaine pour que le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 se termine, ces enseignants demandent que le secteur de l'éducation soit redressé. Contacté Ernest Chiidza, directeur communal de l'enseignement à Nyanzalak, nous a répondu que sa commune ne souffre d'aucun problème de réussite des élèves. Merci Marie-Ange Irakodze. Les élèves des écoles fondamentales à mairie de Bujumbura dénoncent le nouveau système d'évaluation à la fin de chaque trimestre qui risque d'être la source de leur échec. Ces élèves précisent que l'évaluation se porte souvent sur la matière non apprise en classe parce qu'ils ne sont pas directement évalués par leurs propres enseignants. Clovis Nyonzima nous fait le point. Après avoir fait l'examen du premier trimestre, les élèves de la mairie de Bujumbura indiquent que le nouveau système d'évaluation ne leur facilite pas la tâche. Selon ces élèves, ils se retrouvent en face des questions portant sur la matière qu'ils n'ont pas apprises en classe. Selon toujours les mêmes informations, la manière dont ces questions sont choisies est à l'origine de ces difficultés rencontrées. Comme procédure, chaque enseignant choisit ses questions par rapport à la matière qu'il dispense et les envoie à la direction communale de l'enseignement. C'est à partir de ces questions que la direction communale de l'enseignement dégage un examen que passent tous les élèves. Selon ces élèves, nombreux sont les problèmes que rencontrent certains élèves qui vont passer l'examen avant d'avoir terminé le programme. Comme conséquence, ils sont obligés de faire des examens sur la matière non apprise et finissent par avoir une mauvaise note. Quand les élèves demandent à leurs enseignants pourquoi on leur interroge sur la matière non apprise en classe, ces derniers leur renvoient au directeur provincial de l'enseignement à mairie de Bujumbura. Ces élèves demandent à la direction de l'enseignement à mairie de Bujumbura de revenir sur l'ancien système afin qu'ils puissent être interrogés par leurs propres enseignants. Une autre proposition des élèves, c'est que la direction communale de l'enseignement élabore les examens qui portent sur la matière apprise par tous les élèves. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le directeur provincial de l'enseignement à mairie de Bujumbura pour qu'il s'exprime sur ces préoccupations des élèves. Merci Clovis Nyonzima. Les activités de réhabilitation du pont de la rivière Bouyezi en province Makamba n'ont pas encore démarré 2 semaines après la promesse du directeur général de l'agence routière. Les riverains indiquent que ce pont peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Rachel Kagissier pour plus de précisions. Vers la fin du mois de novembre, Emile Ndaïsaba, directeur général de l'agence routière, avait effectué une descente au sud du pays pour s'enquérir de l'état des lieux de pont situés dans cette localité du pays. Le constat du directeur général a été plutôt alarmant. Il a du coup promis la réhabilitation urgente du pont situé sur la rivière Bouyezi en commune Makamba. Nous avons vu que le pont Bouyezi était sérieusement menacé, d'où nous avons recommandé aux ingénieurs techniciens que nous sommes ensemble qu'ils vont traiter un dossier dans le meilleur délai pour qu'avant le 15 décembre, les travaux de réhabilitation de ce pont qui est tellement menacé soient quand même débutés. Les habitants de cette localité craignent pour le retard de ces travaux qui engendraient le pire.
La situation semble s'empirer. Les trous situés sur ce pont s'approfondissent de plus en plus. Les fils à béton placés dans le sous-sol se mettent en exergue. La rivière endommage de jour au lendemain les bordures de ce pont. On n'a pas pu joindre Émile Ndaïsaba, le directeur général de l'agence routière, afin qu'il s'exprime là-dessus. Merci Rachel Kagissier. Dans quelques instants, la rubrique Uwaruka. Les violences économiques est l'une des catégories des violences basées sur le genre dont sont victimes les femmes au Burundi. Dans la rubrique Uwaruka, nous parlons aujourd'hui nous allons revenir sur les causes de ces actes de violence économique à l'encontre des femmes, les conséquences sur la vie des victimes, ainsi que les solutions pour faire respecter les droits des femmes dans la société burundaise. La rubrique Uwaruka vous est présentée par Nadège. Il a côte. Les violences économiques telles que le refus à l'un des conjoints d'accéder aux ressources familiales ou d'exercer un emploi figurent parmi les violences basées sur le genre dont sont victimes plusieurs femmes au Burundi. La situation se présente ainsi alors que l'article 7 de la loi numéro 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre stipule que les conjoints jouissent des droits égaux, notamment en matière des biens du ménage. Vu que les violences économiques contre les femmes sont toujours une réalité au Burundi, quelles sont les causes de ces violences? Quelles en sont les conséquences sur la vie des victimes? Quelles sont également les solutions pour éradiquer cette catégorie de violence basée sur le genre au Burundi? C'est sur ces questions que sera centrée la rubrique Uwaruka de ce dimanche. Nos invités sont Jeanne d'Arc Zaninyana, la secrétaire générale du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS, et Ernest Nkurunziza, le secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi, Force. Au micro, c'est Nadège Lakodze. Bonsoir et bienvenue. Ndakunda RPA kubera arijwi ry'abanyagihugu. Les violences basées sur le genre dont subissent les femmes sont de plusieurs catégories, y compris les violences économiques, où un homme peut refuser à sa femme le droit d'utiliser les biens familiaux ou encore l'interdire d'exercer un emploi qui peut lui procurer des revenus. Cette catégorie de violences basées sur le genre figure dans l'article 2 de la loi numéro 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. Jeanne d'Arc Zaninyana, juriste et secrétaire générale du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS, explique avec des exemples à l'appui ces violences économiques faites aux femmes dans leur foyer. Les violences économiques visent à restreindre l'autonomie financière de la femme pour mieux la contrôler. Cette violence s'exerce différemment selon la situation de la victime. Par exemple, quand la victime n'est pas salariée, cette violence économique s'exerce par le fait de la contrôler à quémander de l'argent à la pièce, de l'exiger des comptes au centime près pour le moindre achat, de ne plus donner d'argent pour le ménage ou des montants insuffisants, de lui refuser toute dépense pour son entretien personnel, de la maintenir dans l'ignorance de la situation financière du couple, de l'empêcher de travailler à l'extérieur et beaucoup d'autres. Quand la victime est salariée, cette violence économique s'observe par le fait de contrôler le budget familial pour qu'elle ne connaisse pas les avoirs réels de la famille, de ne pas contribuer aux dépenses du ménage selon ses ressources, de s'approprier son argent, ses biens sans son consentement, de la forcer à quitter son emploi et beaucoup d'autres. Les violences au sein du couple sont qualifiées d'économiques quand cela englobe un ensemble d'actes, de propos et de comportements par lesquels le partenaire de la femme veut la contrôler, la dominer et pour le seul but de la détruire. Ces violences sont interdites et punies par la loi. Ces formes de violence sont, comme on l'a bien souligné, multiples et peuvent coexister.
Le non-respect des droits de la femme en ce qui concerne le droit de jouir les biens du ménage est causé par le comportement de l'homme qui veut toujours dominer sa femme. Par conséquent, la santé des victimes de ces violences économiques est détériorée et ces femmes ne parviennent plus à faire des activités de développement familial et communautaire, indique Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile, Force. Quelles sont les causes de violence économique? L'amour de soi, l'égoïsme originel de l'être humain, la volonté de vouloir à tout prix avoir une emprise sur son partenaire, la dévalorisation de l'autre, les instincts de pouvoir, les instincts de domination. On veut à tout prix installer son partenaire dans un rapport de soumission. En fait, les sentiments de domination masculine n'est en rien différent de ceux du sentiment de domination des animaux. Quand le mâle dominant, par exemple, impose sa puissance et son charisme aux yeux de tous les autres. Et ces instincts de pouvoir, ces instincts de domination vont être aggravés par le caractère tolérant qui est lié à la culture, le caractère tolérant de la violence par la communauté et par les responsables au sommet de l'État qui eux-mêmes pratiquent les mêmes violences chez eux. Quelles sont les conséquences des violences économiques? En fait, la femme victime de la violence économique n'a plus la paix et la tranquillité dans son esprit, dans son cœur, dans son corps même, car ce qui frappe l'esprit frappe le corps. Elle est victime désormais de maladies psychosomatiques telles les ulcères d'estomac, les insomnies, les vomissements, le refus de manger, l'alcoolisme, etc., qui sont en fait consécutives à ces violences, qui vont être à l'origine, par exemple, de la maigreur, de la maladie mentale, etc. En fait, ce refus, ces effets néfastes de la violence ne sont pas à mesure désormais de permettre à la victime d'avoir l'enthousiasme aux activités de développement individuel, familial et communautaire. Car ces effets néfastes vont réduire de manière considérable les capacités intellectuelles, morales et physiques de la victime. Celle-ci ne peut donc plus servir sa famille, sa communauté, car désormais occupé de manière quotidienne par son angoisse, par sa détresse causée par la violence. Pour Jeanne d'Arc Zanignana, les violences économiques contre les femmes a pour conséquence de les maintenir dans une situation de pauvreté, ce qui est une grande perte pour le pays. Pour ce qui est des conséquences de ces violences économiques sur les victimes et dans la société, les femmes peuvent souffrir d'isolement, d'inaptitude au travail, de perte de salaire, de non-participation à des activités régulières et d'une capacité limitée à prendre soin d'elles-mêmes et de ses enfants. La violence économique contribue à maintenir les femmes dans la pauvreté et ce sont les femmes pauvres qui sont le plus souvent exposées à des violences domestiques. Ces femmes subissent une multitude de violences et une insécurité quotidienne tant au sein de leur famille que dans la société. Pour les femmes, la pauvreté est à la fois une conséquence et une cause de la violence. La violence physique, sexuelle, psychologique ou économique contre les femmes entraîne des pertes de revenus et une baisse de la capacité de production des femmes. Il appauvrit également leur famille, leur communauté et les sociétés dans lesquelles elles vivent. Par ailleurs, dans un contexte de pauvreté, il est plus difficile pour les femmes d'échapper à une relation violente. Si l'indépendance économique ne protège pas les femmes de la violence, le fait d'avoir accès à des ressources financières peut améliorer leur capacité à faire de véritables choix. Une femme qui est financièrement dépendante de son partenaire risque de ne pas trouver de solution viable pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Une jeune fille qui se retrouve enceinte à la suite d'un viol risque d'être exclue de l'école, ce qui limitera ses possibilités de trouver un travail et d'assurer son indépendance économique à l'avenir. Le viol conduit donc le plus souvent à des violences économiques.
Jenda kunda RPA kubera ikunda abamama, abapapa, abana, abatamu n'abatamukazi, abarundi n'abanyamahanga. RPA nitwe ryabose. Dans le but d'éradiquer ces violences basées sur le genre dont sont victimes les femmes, Jeanne d'Arc Zanignana, défenseur des droits des femmes dans le mouvement MFFPS, souligne que les autorités du pays doivent combattre l'impunité des auteurs de ces violences économiques commises à l'encontre des femmes. Ce qui est nécessaire pour lutter contre ce type de violence basée sur le genre, afin que les droits des femmes soient respectés par leur mari, je dirais que le droit des femmes à vivre à l'abri de la violence est défendu par les accords internationaux tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, tout particulièrement par le biais des recommandations générales 12 et 19, et par la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence contre les femmes de 1993. Une évolution des modèles comportementaux des hommes et des garçons pour l'égalité des sexes et pour les droits des femmes est aussi à désirer. Pour celles qui ont survécu à cette violence, il faut des réponses multisectorielles de qualité dans les domaines de la sécurité, de l'hébergement, de la santé, de la justice et dans d'autres services essentiels. L'orientation politique contribue donc à l'accroissement des investissements en matière de prévention, le moyen le plus rentable à long terme pour mettre fin à des violences à l'égard des femmes. Enfin, il est aussi important que l'impunité de ces violences à l'égard des femmes cesse. En conclusion, Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Force, interpelle les autorités du pays à prendre leurs responsabilités en instaurant des lois qui placent les femmes sur le même pied d'égalité avec les hommes, ainsi que des mesures qui répriment ces violences basées sur le genre. Bon, d'après moi, la responsabilité première revient aux gestionnaires des pouvoirs publics qui doivent se donner un modèle, surtout en mettant en place des lois rigoureuses qui valorisent la femme et qui placent celle-ci en situation sans équivoque d'égalité avec l'homme, en tout et partout. En deuxième lieu, il faut mettre en place des mesures strictes de sanctions, de répression contre les violences basées sur le genre et appliquer ces mesures sans tergiversation aucune. Ensuite et enfin, il faut mettre en place des mécanismes de prise en charge des victimes et de sensibilisation communautaire pour créer une conscience individuelle et collective sur les dangers que représentent les violences basées sur le genre. C'est sur ces recommandations d'Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile Force, que nous clôturons la rubrique Uwahuka de ce dimanche, qui était centrée sur les violences économiques dont subissent les femmes burundaises. Merci aux invités. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. À la prochaine. Ubahuka. Merci bien Nadège Irakodze pour cette rubrique Ubahuka, et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce 13 décembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à Fabrice Ndimulukundo et à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nilina Hazwe. Bonne soirée dominicale. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.